Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi je m'appelle William Elland Goldsmith. J'ai le plaisir de coordonner et d'animer avec l'équipe que Nicolas a cité tout à l'heure ces événements Up, que ce soit Up Conférence, Up Café, Up Étudiant, Up Fest, et avec beaucoup de plaisir depuis 5 ans. Et j'ai également l'honneur ce soir d'animer donc cette 104e Up Conférence, qui est donc la dernière de cette saison. On reviendra à la rentrée prochaine. Alors je précise simplement pour celles et ceux qui ne vont pas pouvoir attendre jusqu'à la rentrée prochaine pour entendre parler de nous, pas de panique. Le 17 juin, on organise un événement à la Bellevilloise, le samedi 17 juin, qui s'appelle le Upfest, avec énormément de choses, de surprises qui sont prévues, des rencontres avec des porteurs de projets, des intervenants absolument bluffants. Donc on a un site qui est très bien fait, up-fest.fr. Si vous n'êtes pas déjà inscrit au Upfest, franchement, je vous y encourage parce que ça va être un moment à la fois convivial et franchement magique. Donc, on sera ravis de vous y retrouver. Mais en attendant le Upfest, donc on est présent ce soir pour parler de cette thématique. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Et donc, à travers ce célèbre proverbe, on va essayer de prendre ensemble la mesure des promesses que charrie, qu'incarne l'intelligence collective. Alors lorsque je dis ensemble, je parle bien évidemment de vous dans la salle et vous aurez l'occasion de participer assez activement, déjà en posant des questions à la fin de la conférence, un micro se baladera dans la salle, mais également sur les réseaux sociaux, Nicolas le citait tout à l'heure, on a un hashtag qui est UpConf et qui est là pour recueillir vos commentaires, vos impressions, donc n'hésitez pas. Je dis ensemble également en m'adressant aux personnes qui nous suivent sur Facebook Live, que je salue, ils sont de plus en plus nombreux. Donc même quand on n'est pas à Paris, on peut suivre en direct les conférences et les retrouver juste après sur Facebook. Et puis, enfin et naturellement, lorsque je dis ensemble, je pense à nos 4 prestigieux speakers qui ont répondu présent à notre invitation ce soir. Je vais leur proposer de me rejoindre sur scène et si possible, sous vos applaudissements pour leur donner du courage. Alors, Sylvia qui est arrivée la première, je laisse à chacun le soin de s'installer. Charles, Christian et Jean-François. Merci à vous 4 d'être présents ce soir. Je disais d'avoir répondu à notre invitation. Donc vous êtes chacun des acteurs incontournables de l'intelligence collective. On va pouvoir le voir ensemble. Incontournables aussi bien parce que vous êtes des penseurs de ces dynamiques, mais également des praticiens. Et je pense que c'est ça qui va être particulièrement intéressant ce soir, c'est de voir comment est-ce qu'on peut allier la théorie avec la pratique. Et on aura beaucoup d'exemples qui permettront de le démontrer. Alors d'abord peut-être que quelques mots sur chacun d'entre vous pour que le public puisse vous situer et puisse savoir en quoi est-ce que votre expertise sera utile ce soir. Je vais commencer avec vous, Sylvia. J'espère que donc, les petites antisèches ne sont pas trop erronées. Donc vous êtes designer, chargé de recherche à la célèbre Cité du Design de Saint-Étienne. Et donc vos travaux vous mène à vous intéresser au commun, c'est-à-dire à la façon dont les citoyens, notamment, peuvent s'approprier les technologies et en faire des outils d'émancipation. Alors, vous avez par ailleurs collaboré à la mise en œuvre de plusieurs projets numériques dans les domaines de l'éducation, de la médiation et de l'urbanisme, et vous êtes une contributrice active de l'ONG Open Knowledge Foundation, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, qui est dédiée à la promotion des savoirs libres et également de School of Data. Et enfin, vous enseignez les cultures numériques, le design d'information et le user experience, UX pour les intimes, design. Merci d'être là, Sylvia. Christian, bonsoir. Vous êtes diplômé de l'École supérieure des géomètres et topographes. Vous avez été responsable des systèmes d'information chez Kaufman et Broad avant de rejoindre en 1992 le groupe Bouygues, dont vous faites encore partie. Alors, vous avez exercé des fonctions au sein de TF1. Vous avez été notamment directeur général de ITF1 en 2003, avant de changer d'univers, tout en restant dans le groupe, et vous avez rejoint la branche immobilier du groupe Bouygues, dont vous êtes aujourd'hui le directeur R&D et Open Innovation. Alors à ce titre, et on en parlera ce soir également, vous êtes aux manettes de Bird, acronyme qui veut dire Bouygues Immobilier R&D, qui est une filiale qui est entièrement dédiée à l'investissement dans les startups, et de la Ruche également, qui fait partie de votre périmètre, qui est un lieu d'innovation ouverte sur l'extérieur, qui est hébergé dans les locaux, dans le siège du groupe Bouygues, que j'ai visité pour ma part et qui est un lieu assez fascinant. Jean-François, alors vous êtes, même si on n'a pas forcément
vous préférez pas forcément avoir de titre qui est accolé à ce que vous faites, mais on va quand même se lancer enseignant, consultant, et vous faites partie aujourd'hui des grands penseurs de l'intelligence collective. Alors vous avez bâti cette expertise d'abord en tant que l'un des fondateurs d'AOL France, puis vous avez participé à l'émergence de nombreuses entreprises high-tech. Et aujourd'hui, votre engagement se situe dans la meilleure compréhension de l'intelligence collective. Et donc, vous endossez tour à tour la casquette d'auteur, de conférencier, de formateur, ou encore d'animateur d'un réseau international de recherche et de réflexion. Et merci par avance pour les lumières que vous partagerez avec nous ce soir. Et puis enfin, Charles, vous êtes l'un des 3 cofondateurs d'une plateforme qui s'appelle Agorize, qui est spécialisée depuis 2010 dans l'organisation de challenges d'open innovation en ligne. Vous êtes diplômé d'HEC, et au cours de vos études, vous avez participé à la création d'une association qui existe encore aujourd'hui sous un autre nom, qui s'appelait à l'époque Vidéo, qui allait filmer des ONG à travers le monde et qui leur permettait d'avoir accès à un outil de valorisation de leurs actions et ainsi de pouvoir aussi communiquer et faire la promotion de leurs actions. Merci à tous les 4 d'être là. Et donc, je vais peut-être juste donner quelques mots quand même sur le déroulé de cette conférence ce soir. Donc, on va d'abord avoir un échange entre nous 5 qui va durer un peu moins d'1 heure. Un échange où on va appréhender dans un premier temps l'intelligence collective pour essayer de planter le décor, de donner à chacun dans la salle le même degré de compréhension. Donc, on va vraiment s'attacher à la définition de l'intelligence collective. On va ensuite parler d'exemples concrets. On va essayer de voir quelles sont les pratiques qui sont accolés à l'intelligence collective. On va parler d'open innovation, de design thinking, de crowdsourcing, des mots qui peut-être pour certains paraissent aujourd'hui un peu barbares, mais normalement à la fin de cette table ronde, ils n'auront plus aucun mystère. Et puis on va également se livrer à un exercice plus prospectif, parce qu'on va essayer de voir ensemble en quoi est-ce que l'intelligence collective a vocation à devenir une norme dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, et irriguer tous les pans des activités, que ce soit au sein de l'entreprise, mais également au sein de l'État, par exemple. Et donc, on va pouvoir voir ça ensemble. Au terme de notre échange, je le disais tout à l'heure, le public aura la parole et pourra poser toutes ces questions. Moi, mon rôle, c'est simplement de vous distribuer la parole, de faire en sorte qu'on termine à l'heure, à savoir à 20h30. C'est la promesse, en tout cas, que je vais essayer de tenir. Je distribue la parole, mais évidemment, n'hésitez pas, les uns et les autres, à la prendre lorsque vous avez envie de compléter, vous avez envie d'apporter un témoignage complémentaire. C'est OK pour tout le monde? On y va. Alors je le disais, on va d'abord parler d'intelligence collective et essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et alors Jean-François, des questions un peu naïves pour commencer s'adressent à vous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il faut entendre par intelligence collective? Alors, on peut voir ça de 2 façons. La première, immédiate, il s'agit d'une propriété du vivant social. D'ailleurs, j'insiste sur le fait qu'on ne fait pas de l'intelligence collective. Alors, souvent, j'entends les gens parler comme d'une méthode. Il n'y a pas de méthode. Pas plus qu'en physique. En physique, il y a de la gravité et on ne fait pas de la gravité. Il y a de la gravité. Donc, il y a de la vie, il y a de l'intelligence collective. Un banc de poissons, un vol d'oiseaux, nos 30 000 milliards de cellules qui fonctionnent ensemble, plus de bactéries encore. Un troupeau de bisons, une start-up ou une multinationale représentent autant de formes d'intelligence collective qu'on peut observer directement autour de nous. Et puis, récemment, ça a évolué vers une discipline de recherche à part entière, qui tente de comprendre comment ce vivant social fonctionne, et bien entendu, comment notre espèce en tant que telle fonctionne, avec pourquoi ça arrive maintenant. Déjà, on arrive dans une époque un petit peu particulière, puisque Internet, chaque seconde, fabrique du vivant social qu'on n'a encore jamais vu. Ça se tisse chaque seconde, des gens se rencontrent chaque seconde et vont constituer des choses ensemble, des collectifs très complexes qui n'ont rien de ce qu'on a connu auparavant. Et ça nous donne donc un certain retrait pour voir quelque chose de différent qui s'opère. Et nous avons, grâce à cette discipline de l'intelligence collective, nous disposons maintenant d'un langage de l'ingénierie sociale qui nous permet de décrire, et si on peut décrire, on peut construire également. Donc voilà, ça nous amène des nouveaux outils qui nous font sortir du champ restreint, soit du politique, soit du monde corporate, soit du monde de la sociologie de la famille, etc., qui constituaient des sortes d'îlots en quelque sorte. Et là, on a un champ beaucoup plus vaste qui nous permet de comprendre cette évolution. Et là, on voit une évolution de notre espèce absolument considérable qu'on peut commencer à décrire. Voilà.
Vous l'évoquiez tout à l'heure, l'intelligence collective, elle n'est pas inventée par les humains. Dans la nature, on peut l'observer. Est-ce que vous pouvez nous donner, pour illustrer, quelques exemples d'intelligence collective qui sont éprouvées par des animaux, par exemple? Oui, absolument. D'autant que dans le monde vivant animal, on n'a pas tant que ça de forme d'intelligence collective. Il y en a 4, donc je peux les citer, donner des exemples très vite. On a la plus ancienne, qu'on appelle l'intelligence collective en essaim, à savoir donc les grands nombres, les fourmilières, les insectes sociaux, les abeilles, les grands troupeaux, ou un mouvement de foule aussi chez l'humain, ou même le trafic le matin. Finalement, on se sent très restreint, mais pourtant, au niveau collectif, ça permet de remplir et de vider une ville tous les jours. Donc, l'intelligence collective en essaim, cette première forme, on a des êtres peu individués qui ont une marge de manœuvre assez faible, les fourmis, ou bien l'humain dans ses embouteillages. Mais au niveau collectif, on peut avoir quelque chose de très intelligent par émergence. Ensuite, on a une forme plus récente, de laquelle nous venons, raison pour laquelle on l'appelle l'intelligence collective originelle, la deuxième forme. Voilà, notre petit groupe ici, de 4, une équipe de sport, une start-up, un conseil des ministres, une salle de réunion dans une grande tour à la Défense. Finalement, on revient à cette forme-là dans laquelle on se sent le mieux, dans laquelle nous avons nos structures cognitives, notre cerveau quasiment construit pour ça. Et puis l'humain, prenant une voie un petit peu différente, spécifique, il a inventé une troisième forme qu'on ne trouve pas dans la nature, qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale. Avec l'invention d'écriture, il a fait civilisation et il a eu la capacité de mettre en mouvement, ensemble, des très grands nombres de personnes. Pour le meilleur et pour le pire, pour des grandes guerres, pour faire les civilisations, les sciences, les arts, enfin tout ce qu'on connaît. Et puis aujourd'hui, cette forme-là atteint à son tour des limites. Il y a eu l'intelligence collective originelle qui a eu ses limites à une époque, donc les villages, et puis ça, une explosion de complexité sociale qui a donné lieu à l'intelligence collective pyramidale. Et elle atteint aujourd'hui ses limites. Les nécessités fait loi. On voit une quatrième forme apparaître qu'on appelle l'intelligence collective holomidale. On retrouve le terme holistique dedans. Il y avait pyramidale, la pyramide, et maintenant holistique, qu'on connaît à travers Internet, les réseaux, les médias sociaux, l'innovation ouverte, et qui arrive à peine. Elle n'a que quelques années, et qui va non seulement transformer le tissu social, mais toute notre réalité intérieure, notre relation au corps, notre psychisme, notre façon de penser, de concevoir le monde et la conscience en général. Voilà donc différents exemples. Alors les deux derniers, on trouve l'humain. Et en même temps, dans le tout dernier, l'intelligence collective holomidale, elle existe déjà dans les structures de notre cerveau, ou dans le rhizome, on la voit déjà dans la nature. Il n'y a que la pyramidale qu'on n'observe pas dans la nature, mais qui probablement sert d'une phase de transition entre l'originel et le holomidal, finalement, quelques milliers d'années. Ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà. Merci Jean-François. Si on déroule votre propos, donc on voit que l'intelligence collective a plutôt le vent en poupe en ce moment. Vous citiez tout à l'heure l'impact évidemment du numérique, des nouvelles technologies. Peut-être que cette question, je pourrais vous la poser à vous, Charles. L'impact du numérique sur l'intelligence collective, en parlant peut-être en introduction de votre plateforme Agorize pour que chacun comprenne de quoi il s'agit. Peut-être pour rebondir sur du coup, les propos de Jean-François. Alors, je n'ai pas théorisé autant, mais en effet, quand on entend structure pyramidale, même dans la famille, j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai vécu et sur lequel nous on surfe en fait aujourd'hui chez Agorize. C'est que les jeunes générations, par rapport à dans le passé où il y avait un très fort respect des aînés, qui avaient toute la connaissance et tout le savoir, qui le transmettaient, qui gagnaient le respect à travers ça. Très concrètement, ma génération, et je pense qu'aujourd'hui c'est encore plus vrai, à 10 ans, 8-10 ans, j'apprenais à mes parents à se servir d'un magnétoscope en fait. Donc c'est vrai que ça change la vision des choses quand ces jeunes-là, dont je fais partie, ceux qui arrivent encore après moi, rentrent sur le marché du travail. Je pense qu'ils sont moins dans une posture de je dois me faire tout petit pour petit à petit faire ma place et engranger le maximum de savoir de la part des aînés. Mais depuis assez longtemps, en fait, ils sont convaincus, ils savent par la pratique qu'ils ont des choses à leur apporter. Et ça, tout de suite, ça fait que le rapport de force entre les générations est différent. Et que du coup, ça fluidifie, ça facilite, je pense, la capacité aujourd'hui dans les organisations à avoir des approches plus de type holacratie, entreprise libérée, co-création et capacité à mettre les gens en mouvement en tirant profit au mieux en fait des connaissances et des approches et des savoirs et l'expérience de chacun. Et pour revenir à ce que nous, l'approche qu'on a chez Agorize en fait, elle tire parti de cette lame de fond, j'ai envie de dire. Et pour faire très simple, peut-être certains d'entre vous connaissent le concept de hackathon. En fait,
pendant 24-48 heures. Qui est-ce qui connaît le concept de hackathon, juste pour être sûr? D'accord, majorité. Ça a l'air d'être relativement le cas. Si jamais c'est pas le cas, demandez à votre voisin, ce sera une expérience du coup d'intelligence collective en live. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que ces expériences de hackathon, on y participait à un certain nombre. Souvent, on les trouvait un peu limités, à la fois parce qu'on avait très peu de temps pour trouver la bonne équipe, très peu de temps aussi pour pousser nos projets au maximum, et souvent, on allait trop vers rendre quelque chose de fonctionnel rapidement, sans passer par les étapes indispensables d'identifier un vrai besoin, de travailler un scénario d'usage. On parlait d'expériences utilisateurs qui sont clés. Et donc en fait, on a digitalisé cette expérience de hackathon en développant une plateforme pour ça, qui permet en fait à tout participant de trouver des coéquipiers complémentaires, quels qu'ils soient et où qu'ils soient en fait sur la planète, et de se donner aussi plus de temps pour vraiment réfléchir intelligemment à quel est le besoin que j'identifie, quelle est la solution, le scénario d'usage que j'apporte en fait. Créé quand Agorize? Donc il y a 6 ans maintenant. 6 ans, 6 ans, et c'est vrai qu'on était 3 dans un garage, donc on avait une intelligence collective assez restreinte à 3, et aujourd'hui on est une 60aine de personnes. Donc on a aussi cette capacité à aller chercher des nouveaux projets, des nouveaux concepts dans l'équipe. On disait tout à l'heure, je crois, seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Ouais. Alors, on va parfois un peu plus vite, un exemple assez sympa. Quand on a déménagé, parce qu'on grossissait trop et qu'on a changé de bureau, on a demandé aux équipes d'imaginer les espaces et de les décorer. Et on est objectivement allé beaucoup plus vite que si j'avais dû le faire moi, où j'ai parfois, et c'est objectif, l'équipe me le dit, des goûts qui peuvent être aussi un peu douteux en termes de déco. Sylvia, pour continuer sur ce premier tour d'horizon, on va parler beaucoup d'intelligence collective en entreprise. Vous, c'est pas forcément l'univers que vous maîtrisez le mieux, vous êtes plutôt axé sur les citoyens, sur la chose publique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre métier? Comment est-ce que l'intelligence collective y fait écho? Merci, oui. Alors moi je suis avant tout une praticienne qui de plus en plus essaye de poser des mots sur des objets qui sont créés. Et puis j'ai un regard sur le design qui change aussi. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes les notions qu'on développe, elles évoluent aussi au prisme de ces mutations. Et ce mot design, pour moi, il est en permanence changeant et il se redéfinit. Avec de plus en plus peut-être une portée politique derrière ce mot. Donc la première chose que je peux faire peut-être, c'est clarifier ce que moi je voudrais porter au travers de cette notion de design, qui est moins peut-être ce qu'on met quand on regarde notre iPhone et qu'on voit cette belle coque brillante, bien emballée et qui masque en fait complètement le système qu'il y a derrière. Je pense qu'il y a un enjeu à créer une bascule par rapport à cette notion de design comme quelque chose qui se met au service d'eux et qui rend l'usager consommateur. Et du coup, l'enjeu, c'est de dire que le design, je le vois aujourd'hui comme l'idée d'ouvrir la machine, d'ouvrir le capot, de créer les conditions de la compréhension des objets techniques, socio-techniques. Et c'est ça que je m'emploie à faire en fait en tant que designer, c'est puisque j'ai un parcours qui est lié à la technologie, comprendre comment cette appropriation des technologies elle peut se faire avec un enjeu de médiation. Donc ma manière de faire ça, ça a été de rejoindre une ONG qui s'appelle Open Knowledge Foundation, donc qui est une fondation internationale qui milite pour la connaissance ouverte sur différents champs de la connaissance. Donc ça va de la culture, les GLAM, en passant par l'open data, notamment, je vais un peu m'arrêter là-dessus. Et on a 3 axes de travail. On développe à la fois un travail juridique sur l'ouverture des données. Donc l'open data maintenant à peu près 10 ans. Et de fil en aiguille, donc au-delà de ce mouvement qui a été porté par les institutions, on s'interroge sur la manière dont c'est approprié par les citoyens et les administrations. Donc outils juridiques, développement de licences, comme la licence ODBL, outils techniques, la création d'outils qui permettent de faire des portails open data, donc pour distribuer les données ouvertes. Et puis 3e axe, donc l'axe de la médiation, et ça se traduit par donc des ateliers de plus en plus, l'idée de travailler de manière pérenne sur les territoires, en renversant complètement la bascule, en ne partant pas d'une volonté de promouvoir la technologie ou la donnée ouverte, mais en partant du besoin des gens et en voyant comment on peut se saisir de méthodologies avec les données, avec le numérique, pour
Alors peut-être pas apporter des réponses, parce qu'on n'y arrive pas toujours, mais en tout cas pour déjà donner des angles de vue sur des questions, donc changer un peu le regard par rapport aux problématiques quotidiennes des citoyens, sur des questions qui peuvent être environnementales, sociales, question de la pollution, question démocratique aussi, et puis se permettre une contre-expertise. Moi je vois vraiment la donnée comme un contre-pouvoir dès lors qu'on sait s'en saisir et travailler avec. Voilà. Donc ça c'est un de mes champs d'action. D'accord. Christian, avec ses premières interventions, on a l'impression que parler d'intelligence collective, ça nécessite aussi de faire un renversement total des modèles, d'être dans une révolution culturelle. À la tribune ce soir, vous représentez le groupe Bouygues Immobilier, qu'on peut imaginer comme étant un grand groupe qui est peut-être un peu difficile à bouger, donc pas forcément attentif, en tout cas en difficulté lorsqu'il s'agit d'aller vite sur ces renversements. Pourquoi est-ce que l'intelligence collective, ça concerne également une entreprise comme la vôtre? C'est vrai que ça peut surprendre ma présence ici, hein, tu as raison de le souligner. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur le métier, un des plus vieux du groupe, avec un cycle très très long. Et on se confronte dans tous nos métiers, que ce soit, on fait des immeubles de bureaux, des immeubles de logement, et maintenant on travaille sur des quartiers, à la demande des collectivités, à des usages qui avancent à une vitesse grand V. Et ça, on n'a pas la connaissance de ces nouveaux usages et de cette nouvelle demande qui vont arriver. Donc, et ça s'est imposé à nous qu'on ne pouvait plus faire comme on l'a fait jusqu'à présent, construire des immeubles qui respectent les normes et qui ont des cahiers des charges très simples sans se préoccuper des usages. Donc pour faire ça, on s'est forcément ouvert très rapidement avec les collectivités. On fait de plus en plus de co-conception avec les collectivités, avec la ville de Paris, avec la Grande Ville, on prend des exemples tout à l'heure à Lyon, à Nanterre, etc. Et on s'est ouvert avec des partenaires que sont les startups, à la fois parce qu'ils sont plus agiles, hein, tu en as parlé, pour nous amener des savoir-faire qu'on n'a pas, et puis surtout, ils vont développer des services sur un marché qui est beaucoup plus important que le nôtre. Donc on va les aider, nous, à accélérer leur développement et les intégrer également dans nos opérations. Donc cette intelligence collective, pour les entreprises, je pense que l'entreprise forteresse, c'est fini, hein, de tout maîtriser avec ses compétences en interne, c'est fini. Il va falloir largement s'ouvrir. D'ailleurs, hein, je parle sur le contrôle de charge. Dans le groupe, c'est une démarche très généralisée, hein, puisqu'on travaille aussi beaucoup avec Agorize pour intégrer ces nouveaux types d'intelligence dans l'ensemble de nos métiers. Et on a besoin de plus en plus d'outils numériques et on fait appel très, très souvent avec Charles, hein, sur un certain nombre de sujets. En effet, en fait, quand on s'est lancé au bout d'un an et demi, alors qu'on autofinançait la structure et on commençait à développer l'activité, le groupe Bouygues est venu en fait, nous voir pour nous dire on croit en ce que vous faites et on est prêt à vous soutenir. Donc ils sont maintenant investisseurs chez Agorize depuis 4 à 5 ans, ce qui est vraiment super parce que certes, c'était des moyens financiers pour nous aider à aller plus vite, mais c'est surtout bénéficier aussi de terrains d'expérimentation avec les différents métiers du groupe et bêta-tester, pré-tester des développements soit techniques, soit des nouvelles offres qu'on aimerait porter en fait. Peut-être une dernière question pour tous, pour conclure cette première séquence. On sent que vous êtes chacun convaincu de la pertinence de ce qu'on appelle l'intelligence collective. Pour autant, est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un mouvement de fond ou est-ce qu'on assiste plutôt à un effet de mode parce qu'il est de bon ton de dire qu'on fait de la co-création, de l'intelligence collective? Peut-être une réaction rapide de la part de chacun d'entre vous sur ce point. Christian, si vous voulez commencer. Je pense que c'est une tendance de fond. Enfin, nous, on ne voit plus comment faire une opération sur un quartier sans faire de la co-conception. Sinon, on va retomber dans les écueils traditionnels de recours, de passer en force. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour la collectivité. Ça n'a pas de sens pour les acteurs de la ville. Ça n'a pas de sens pour les citoyens. Donc il faut, on le fait à l'intelligence dès le départ, où on retombe dans des schémas classiques qui vont montrer que ça ne fonctionne plus. Et ça fonctionne d'autant plus que le pouvoir a été redonné aux citoyens avec tous les objets, enfin tous les solutions numériques qui leur donnent un contre-pouvoir beaucoup plus fort. Donc il faut effectivement associer de manière positive tous les acteurs à ces projets. Charles ? Moi, j'ai tendance à penser qu'en fait, ça a toujours existé, et c'est ce que disait Jean-François. Maintenant, avec la technologie, en fait, ça s'accélère beaucoup. Et ne serait-ce que dans le domaine scientifique, les différentes avancées qui ont pu exister étaient bâties sur des progrès itératifs et petit à petit, mais au cours des siècles, en fait, parce que certaines fois, certaines découvertes
n'étaient pas diffusées, venaient pas d'un même pays, évidemment, avec tous les mouvements migratoires, les guerres qui pouvaient exister, ça prenait un temps considérable. Aujourd'hui, ça s'accélère beaucoup, et en plus, ça se fait dans une dynamique qui est relativement transparente, et où même au sein des organisations, on peut peut-être plus, comme ça a pu être le cas, travailler sur une dynamique d'intelligence collective, et puis en fait c'est, pour faire simple, le boss qui se réarroge en fait les fruits du travail de toute la team, et ça en fait, dans la mesure où les outils digitaux montrent les échanges, permettent de voir les flux d'informations, ensuite en fait chaque personne qui a apporté sa pierre à l'édifice aussi bénéficie des retombées derrière. Sylvia, d'un point de vue association des citoyens, par exemple, à la prise de décision, vous aussi c'est quelque chose que vous observez, auquel vous Alors, croyez? moi je vais rebondir sur le dernier mot que tu as prononcé, qui est la retombée, et peut-être répondre au prisme aussi de l'histoire de l'Internet. Je pense qu'on a des Internets. Je pense qu'on a maintenant, avec les technologies aussi, et avec Internet, un recul. Il y a eu des hauts et des bas, il y a beaucoup de bas. Moi je pense notamment à la question de la captation de la valeur de tout ce qui est produit par cette intelligence collective. Donc je dirais au minimum qu'on a des directions pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et là où on peut maintenant se donner un cap, c'est dire on a des exigences en tout cas. Moi j'ai un exemple très récent, je vais en dire deux mots, qui est là issu de ma deuxième expérience donc, de designer à la Cité du Design, où je suis chargée de recherche, et mon travail porte sur les représentations citoyennes et l'innovation ascendante. Et on a travaillé sur la dernière biennale qui portait sur la question des mutations du travail, avec l'idée de se saisir vraiment des acteurs du territoire pour valoriser ce qu'on appelait l'expérience tiers-lieu, c'est-à-dire comment tous les tiers-lieux du territoire stéphanois et rhône-alpin convergent autour de la construction de patrimoine commun et échappent justement à ces enjeux de captation de valeur et de redistribution de ce qui est créé par l'intelligence collective. Et ce qu'on a dégagé de cette expérience de collective de la Biennale, c'est 5 axes qui pourraient peut-être être 5 labels, qui consistent à se dire faut qu'on regarde les configurations sociales et les échanges, la réciprocité entre les acteurs, configuration sociale, la question du patrimoine commun, donc ça rejoint tous les enjeux d'open source, la question de la libre appropriation et toutes les questions éthiques qu'il y a derrière, l'action d'émancipation, je vais très vite, et puis la question de la résilience par rapport à son territoire. Donc, on s'est donné 5 directions à regarder, et je pense que chacun peut se situer sur ce label-là pour voir comment il contribue et jusqu'où il contribue à cette intelligence collective. Jean-François, peut-être une réaction également de votre part, et puis également avec cet éclairage peut-être aussi un peu international, parce qu'on disait en introduction, vous avez également cette expertise. Comment est-ce que vous réagissez à cette question de savoir si c'est un mouvement de fond ou est-ce que ça va être un feu de paille? Alors je crois qu'il y a un petit effet feu de paille quand même, parce que j'entends beaucoup de gens dire on va faire l'intelligence collective. Donc là, plutôt le côté méthode, comme il y a eu dans les années 80, les cercles de qualité dans les entreprises, puis ça dure 5 ans, 10 ans, puis après tout le monde s'en va, c'est passé à la chose suivante et les consultants font facturer de nouvelles choses. Par contre, en tant que fonds, elle a existé avant nous, elle existera probablement après nous. Ce que j'observe en tout cas, j'essaie d'avoir une observation plus scientifique et méta. Et moi j'observe non pas une évolution de civilisation, mais une évolution d'espèce, tout simplement. Je veux dire, jamais jusqu'à présent, notre espèce n'avait eu la capacité de faire que 2 personnes puissent se connecter, se trouver sur le sens. Donc sur le sens, ça veut dire qu'on lâche tout le temps sur Internet, j'aime bien ce mot, ça fait un peu fancy, mais je trouve vrai, des phéromones sémiotiques. Vous ne trouvez pas ça joli, des phéromones sémiotiques? Mais voilà, on lâche du sens. Et on peut se retrouver comme ça, non seulement se retrouver, mais s'assembler et faire ensemble. Donc on a à notre disposition maintenant quelque chose qu'on n'avait jamais eu, et ça ne fait que commencer. On a des technologies de la complexité sociale. On n'avait pas les moyens de gérer le niveau de complexité sociale qu'on a jusqu'à présent. Il fallait passer par le pouvoir centralisé qui, finalement, faisait goulot d'étranglement dans la bande passante. Aujourd'hui, un gouvernement ou une direction d'entreprise, peu importe, même si on met des gens bienveillants, compétents, bien intentionnés,
Ils ne peuvent pas aujourd'hui à eux seuls gérer toute la bande passante des décisions et embrasser toute la complexité de leur organisation et du monde en général. Donc chacun doit devenir une boucle de rétroaction. En cela, ça pose une question de complexité sociale. Le modèle des gens formés de manière uniforme avec des programmes scolaires, tout ça finit, ça ne va plus durer très longtemps. Donc les gens deviennent aussi uniques et tout ça explose encore la complexité sociale. Donc on a cette explosion de complexité sociale que seul effectivement un réseau de fibres optiques et d'intelligence sociale augmentée permet de gérer avec voilà, ces fameux social aware, community aware. Donc évolution de l'espèce, et j'irai à un tel point qu'on va voir arriver ce à quoi je pense personne ne s'attend aujourd'hui, la société post-argent. Ça veut dire, au-delà de ça, un langage des flux. Ça veut dire le vivant social capable de se parler à lui-même, tout comme nos cellules se parlent à elles-mêmes, se comprennent à elles-mêmes. Il n'y a pas une cellule CEO dans mon corps, il y a des milliards de cellules qui fonctionnent ensemble. Il peut y avoir des milliards d'humains qui fonctionnent ensemble, avec des règles différentes. Ça ne veut pas dire qu'on ne passe pas du tout vertical au tout horizontal, il ne faut surtout pas sursimplifier, il y a des tas de règles physiques différentes. Mais en tout cas, il y a une évolution d'espèce. Oui. À ce stade de la discussion, donc, on devrait être en capacité de pouvoir cerner, en tout cas voilà, être moins effrayé par ce concept d'intelligence collective, en tout cas mieux le saisir. Maintenant, on va passer un petit peu plus à la pratique et essayer de voir quels sont les outils qui se rapportent à l'intelligence collective. Alors Jean-François, vous avez commencé un petit peu à répondre à la question que je vais poser, qui pareillement est un peu naïve, mais c'est volontaire et j'aimerais bien qu'on y revienne. C'est pourquoi est-ce que finalement il est si important aujourd'hui de mettre en place des schémas de collaboration? Et peut-être que vous pouvez chacun étayer votre réponse par un exemple de, selon vous, soit que vous avez mis en place, vécu ou observé, un exemple de collaboration qui est particulièrement réussi dans le cadre d'une entreprise, d'une collectivité ou autre. Qui veut se lancer? Charles, j'ai l'impression que c'est vers vous que le micro se dirige. Non, s'il faut. Pourquoi est-ce qu'il est si important de collaborer? Pour toutes les raisons qu'on a déjà précitées, peut-être aussi le fait qu'en effet le monde étant de plus en plus complexe, les gens aussi se spécialisent de plus en plus dans des disciplines et du coup ils ont une partie de l'équation chacun. Et donc en fait pour avoir la big picture et prendre la bonne décision, il faut assembler plus de personnes. C'est là où du coup au niveau politique on touche un peu le problème du doigt, à savoir comment est-ce qu'on arrive à assembler plein de personnes qui ont chacun dans un domaine une expertise qui est très poussée, mais qui ne sont pas des politiciens, c'est-à-dire qui n'ont pas d'expérience ou d'expertise de la chose politique. Et quel rôle on donne aux politiques au milieu de tout ça, donc ça c'est un peu le sujet qui était, je crois, amené là par Jean-François. Ensuite, des exemples, nous on en a plein, parce qu'on lance énormément de hackathons sur vraiment tout type de sujet. Ce qui est très intéressant de voir justement, c'est que cette intelligence collective, elle va du coup, on arrive à la canaliser et à en tirer parti pour des sujets qui peuvent être très techniques. C'est le cas par exemple quand on travaille avec le groupe Bouygues Construction par exemple, qui cherche des startups pour les aider sur leur métier. Un exemple de startup qui a bien fonctionné, c'est une startup qui fait des exosquelettes pour aider sur les chantiers les ouvriers à porter des charges très lourdes, qui avait développé un premier prototype qui a été identifié du coup par le groupe Bouygues Construction. Et ensuite, c'est avec cette startup qu'ils ont co-développé pour industrialiser quelque chose qui au départ pouvait aider une dizaine de personnes maximum, et pour passer le cap de, en équipe, plusieurs milliers de personnes sur énormément de chantiers. Ça, c'est un exemple peut-être côté startup, côté assez technique. Mais on travaille sur des problématiques qui sont plus de l'ordre du social, et notamment parce que le hackathon c'est quelque chose en équipe, tout ce qui tourne autour par exemple de l'égalité entre les sexes au travail. On a donc lancé un hackathon là-dessus où on a contraint les équipes à être mixtes et avoir du coup des hommes et des femmes en leur sein pour réfléchir à ce sujet. Là où trop souvent, nous on observait dans l'entreprise des réseaux de femmes sur un mode un peu dans leur coin, réfléchissant à comment améliorer les choses, mais sans forcément l'intendu vers les homologues masculins. Donc c'est vrai que ça, c'est un exemple d'intelligence, on va dire, semi-collective qui piétinait un peu. Tout ça pour dire, voilà, les sujets peuvent vraiment être très variés. Ce qui marche très bien souvent, peut-être pour passer la parole ensuite, c'est tout ce qui tourne autour des usages et de vraiment réfléchir ensemble à quel besoin ou quel problème on identifie et ensuite de quelle manière est-ce qu'on peut scénariser une réponse. Ensuite, une fois qu'on a déjà ça, on a vraiment la matière première et la techno, c'est un moyen pour arriver à scénariser l'usage au mieux avec les outils existants en fait. Peut-être que oui, Sylvia et Christian, vous souhaitez réagir sur ce point?
donc je reprends la casquette data activiste, expédition de données. En effet, quand on travaille sur un terrain autour d'un problème qui est posé par un groupe, on a forcément besoin à la fois des compétences des habitants qui sont les seuls à savoir contextualiser et poser les problèmes, et puis les compétences des data scientists, des développeurs, des designers. Donc on est sur un principe où la multicompétence et le fait de sortir de ces silos, c'est indispensable. Je cite souvent un projet aussi qui montre l'importance le fait d'outiller les citoyens pour qu'ils soient réactifs, parce que parfois les citoyens eux-mêmes sont les seuls à pouvoir répondre à des enjeux immédiats ou certains états d'urgence auxquels les administrations, parce qu'elles sont trop lourdes ou trop complexes, ne peuvent répondre. Je prends souvent l'exemple de Safecast, qui est un projet qui a été développé au Japon après la crise de Fukushima, où en fait, aidés par des chercheurs du MIT, s'est développé tout un réseau de citoyens qui captaient les radiations sur le territoire, et donc qui permettait aux citoyens de savoir où aller, où ne pas aller, et comment s'orienter dans l'après-crise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'aurait pas pu être mis en place par les gouvernements pour des raisons d'agilité. Christian, une réaction? J'en ai une dose d'optimisme. Les citoyens réagissent aussi dans des situations de pas crise, pas forcément de crise. Je prends 3 exemples. Une opération, mes collaborateurs dans la salle qui l'a menée, c'est une opération qu'on a fait à Lille, dans une opération de logement. On a très tôt associé les copropriétaires de cette opération, et on a défini avec eux quel type de nouveaux usages ils voulaient dans le logement. Donc ils ont pris parti ces nouveaux usages, ils se sont appropriés leur copropriété à une vitesse plus grande que d'habitude. Ça se passe pas bien, puisque il y a les syndics, et puis on se rencontre en fait pour choisir ou changer les boîtes aux lettres. Donc il n'y a pas de proximité qui se met entre les copropriétaires. Et là, en 3 mois, on a vu se mettre en place de toute génération des copropriétaires qui montaient des initiatives entre eux. Donc on a mis en place un petit outil pour les aider, mais c'est né de leur demande. Deuxième exemple, c'est à Nanterre. À Nanterre, on est en train de faire un quartier à la demande de la collectivité et de l'EPADESAC et l'établissement d'aménagement de toute la Défense, sur la gare de Nanterre-Préfecture, qui est aujourd'hui un non-lieu, puisque d'un côté il y a l'université, de l'autre côté la préfecture. Donc les gens sortaient massivement du RER pour aller dans ces 2 destinations, mais il ne se passe rien. Donc le maire nous a dit, je vous confie ça, mais il faut inventer un 2e centre de ville sur cet endroit qui est stratégique pour nous. Donc là, il a fallu faire un quartier très mixte, avec des logements, des bureaux, des activités, des nouveaux usages. Donc ça, on s'est entouré bien évidemment on a travaillé avec les associations des quartiers, on a travaillé avec des designers, avec des startups qui nous ont apporté la mutualisation de ressources. À quoi ça sert en Ile-de-France de faire un parking pour chacun des logements, sachant que le taux de motorisation c'est 50%. Donc on fait des parkings qui sont utilisés par une personne sur 2. Donc on est en train d'inventer des nouveaux modèles. Ces modèles, on ne sait pas les faire tourner sur nos propres opérations, donc on a besoin de partenaires avec qui on va les aider à développer ces nouveaux modèles et qu'ils auront développés ailleurs. Puis le 3e exemple, c'est encore plus en amont. On est en train de répondre à une consultation, parce que nous, c'est vrai que l'espèce change, mais on y va pas par pas. Donc on est encore dans des modèles aujourd'hui qui s'imposent à nous. Et dans cette consultation, on a intégré au moment de la consultation tous les partenaires, y compris les acteurs locaux, les associations locales, dans une démarche de design thinking. Pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose de très classique. Dans notre métier, c'est quelque chose qui débarque. Et en fait, on arrive à produire, à la fois pour la collectivité et pour les gens qui vont vivre dans ces quartiers, des offres, des usages qui seront beaucoup plus réfléchis, à accepter, et qui vont, du coup, vont trouver un modèle économique pour tout le monde qui sera beaucoup plus efficace. Donc, sur une petite opération, sur un quartier plus important, et très en amont, sur un projet qui arrive. Vous citiez design thinking à l'instant, on parle aussi beaucoup de crowdsourcing, d'open source, d'open innovation. Jean-François, est-ce qu'il y a un fil rouge qu'on peut lier entre ces différentes méthodes? Qu'est-ce que ça recoupe tout ça, et en quoi est-ce que c'est de l'intelligence collective, tout ça? Mais dans les recherches qu'on fait, je trouve intéressant de voir ce qu'on appelle les architectures invisibles.
Par exemple, une architecture invisible dans le paradigme d'intelligence collective pyramidale, donc qui nous vient depuis l'invention de l'écriture. Il y en a une qu'on appelle la propriété, par exemple. Quand on va chez les bons sauvages, quand l'homme civilisé va chez les bons sauvages, il s'aperçoit que la notion de propriété, culturellement, ils ne comprennent pas, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon. Et donc, la propriété a permis de déterminer, de créer une culture qui fonctionne sur les contours de territoires mentaux, de territoires physiques, et qui imprègne toute notre façon de penser, toute notre représentation du monde, jusque dans nos structures les plus fines du langage. Or, aujourd'hui, eh bien, la notion de propriété n'a plus beaucoup d'intérêt, dans bien des cas en tout cas, et puis ça évolue très vite, et on passe à des systèmes ouverts, tout simplement parce que ça crée des systèmes évolutifs, qui ont des capacités d'évolution et de mutation, d'apprentissage beaucoup plus grands que les systèmes fermés classiques, qui ont eu leur raison d'exister. Je n'ai pas de condamnation morale par rapport à ça, mais aujourd'hui, ce système-là, les systèmes anciens, ne fonctionnent plus. Et donc ça nous amène à constater de l'innovation ouverte, des hackathons, comme on parlait, et plein d'autres modes de relations qui se font, où la notion de propriété, déjà, n'a plus beaucoup de sens. Il y a une chose intéressante, d'ailleurs, en anglais, où on parlait avant de ownership, ça veut dire de possession, et de plus en plus, on parle maintenant de sourceship. Ça veut dire de reconnaître de qui vient la source, parce que ça reste une information intéressante, mais pas la possession de la chose. Et on fait une différence, une distinction ontologique entre la source et la possession de la chose. Et remarquez que dans notre langage, quand on utilise les pronoms, les adjectifs possessifs, mon ton, etc., ça ne fait pas la différence, ontologiquement, entre posséder et la source. Vous voyez, donc ces questions-là nous amènent non seulement à de la structure extérieure, mais aussi à des questions intérieures de nos représentations, de construction sémantique de notre langage, et ça amène autant à du high-tech, ça veut dire les technologies de la complexité sociale, les technologies post-argent qui arrivent, et tout ce qu'on sait nous annonce plus ou moins le transhumanisme. On se sent d'accord ou pas, il y a plein de choses quand même qu'on va voir arriver. Et puis il y a aussi le côté low-tech. Par exemple, je vois des entreprises se transformer littéralement, transformer leur culture, à partir du moment où des gens se mettent à méditer. Un truc vieux comme le monde, mais des gens qui se réunissent, qui dans une salle de réunion, qui vont prendre des décisions ensemble. Ils commencent par 10 minutes de méditation. Ils se mettent à respirer avant de parler plutôt que de se couper la parole. Donc ils vont changer des architectures sociales, des codes sociaux qui aujourd'hui autorisent à s'interrompre, à ne pas s'écouter, à parler sur l'autre. Ils changent cette architecture et prennent des décisions différentes. Et ils vont manifester des niveaux d'intelligence collective, de compréhension et d'intériorisation nettement supérieurs à ce qu'il y avait auparavant. On ne parle pas de high-tech là. Et pourtant, on parle d'une évolution possible de notre espèce. Donc voilà, je crois qu'il y a ce mouvement d'ensemble. Il faut voir, oui, les notions de technologie, de design extrêmement importantes, tout l'aspect extérieur, mais aussi l'aspect de l'évolution intérieure dans notre subjectivité de l'espèce. Et là, on a des évolutions, des leviers d'évolution absolument considérables. Il suffit en quelque sorte de questionner les codes sociaux, la structure du langage, nos lois, la relation à l'argent, des technologies comme l'argent, et ainsi de suite. Merci. Sylvia, Charles, vous êtes chacun, alors pour caricaturer un peu, souvent confrontés à des entités qui sont plus grosses que vous, qui ont peut-être parfois un petit peu du mal à bouger. On posera la même question évidemment à Christian. Concrètement, comment est-ce que vous vous y prenez justement pour essayer de convaincre du fait que tout ce dont on parle ce soir, ça a du sens? Alors certes, vous pouvez parfois avoir des interlocuteurs qui le saisissent également, mais culturellement, est-ce que vous sentez que c'est difficile? Est-ce que au contraire, vous avez l'impression que c'est plus facile? Comment est-ce que vous y prenez dans vos métiers respectifs? Je pense que convaincre, c'est pas si difficile. Je pense que de fait, les institutions avec lesquelles on travaille, elles se rendent très bien compte de ces émergences. La difficulté, c'est comment déclencher autre chose dans ces administrations. Sur la question sur nos méthodologies, alors je vais prendre un exemple concret. Nous, on a commencé par travailler à Paris sur l'idée de laboratoire social citoyen de la donnée, en faisant des expérimentations en partant des problématiques des gens. En l'occurrence, dans le 18e arrondissement, on a travaillé avec des citoyens qui se regroupaient dans des conseils de quartier
qui posait l'action d'insécurité. C'est une question qu'on a revue émerger là, très récemment. Donc on a commencé à travailler cette question il y a 2 ans. Et on a essayé de déconstruire la question. On s'est rendu compte que la sensation, le sentiment d'insécurité, en fait, ça se construisait de plein de choses. Et finalement, ça nous a amené à interroger la qualité de vie, la qualité de l'environnement, et à faire des expéditions de données, donc mener une sorte de contre-expertise autour notamment de la pollution sonore, voilà. Et on a, voilà, le 18e c'est toujours compliqué. Cependant, on a au moins donné d'autres angles de vue. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'articuler ces propositions avec des propositions des administrations ou des institutions en cours. En l'occurrence, on essaye de voir comment ces contre-expertises elles peuvent marcher avec un budget participatif, donc, qui est déjà en acte, et on voit qu'il y a des complémentarités, puisque la mairie, elle lance des appels à participation, mais toute la médiation pour comprendre comment on fait une participation intelligente, elle n'est pas encore construite. Voilà, donc on essaye plutôt de trouver des articulations qui permettent de se changer les uns les autres. Charles ? Alors en effet, on est beaucoup plus petit à la fois par la taille et aussi par l'expérience. Et peut-être prendre la question à contre-pied, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grossissant très vite chez Agorize, on va se tourner vers nos interlocuteurs au sein du groupe WIC pour leur dire ok, on a des choses à structurer, on ne peut plus fonctionner comme quand on était 3, 5, 10. Comment est-ce qu'on gère cette évolution, cette croissance, comment est-ce qu'on organise les équipes, et donc en fait c'est aussi ce qui se passe sur nos plateformes pendant les hackathons. Il y a des logiques de mentoring, mais des logiques de reverse mentoring aussi qui se mettent en place, où les différentes parties vont intelligemment, vu que c'est pas un jeu à somme nulle, s'apporter des choses. C'est ça qui est bien avec la connaissance, c'est que quand on la donne, on ne la perd pas, on la garde. Et du coup, ça fonctionne très bien. Ce qu'on observe aussi, c'est que ces grandes entreprises aujourd'hui, c'est des dynamiques qu'elles ont très bien intégrées, qu'elles connaissent bien. Un exemple assez sympa, c'est que je vous parlais nous de la déco de nos bureaux. On a fait exactement la même chose au sein du groupe Aéroport de Paris avec leurs 5000 collaborateurs. Et là, donc, c'est 3 espaces qui ont pris vie dans le monde réel, dans leur nouveau bureau, leur nouveau siège à Roissy, et qui ont été vraiment imaginés par leurs collaborateurs, avec des choses assez sympas à la clé. Et on a même certains grands comptes qui ont des équipes innovation ouverte, open innovation, qui sont capables de manière autonome de se saisir de notre logiciel et de l'utiliser. Et ce qui même nous a fait maintenant, pour accélérer cette dynamique-là, rédiger un livre blanc où on a vraiment mis toutes nos connaissances en fait. Donc toutes les personnes qui dans l'audience ici sont intéressées par les hackathons, ces dynamiques-là, et qui veulent l'organiser. Gratuitement, on a un livre blanc qui existe où on a mis vraiment le résumé de ce qu'on a appris en 5 ans, de manière à ce que ces personnes s'en saisissent et puis derrière utilisent aussi notre plateforme si elles le souhaitent pour faciliter toutes les contraintes que se poser, notamment logistiques, quand on réunit des gens en présentiel. Christian, vous, de votre poste d'observation et de praticien, comment est-ce que vous diffusez cette culture de l'ouverture au sein d'un grand groupe? Et peut-être que pour répondre à cette question, vous pouvez également nous parler un petit peu de Bird, qui est un peu l'incarnation justement de cette ouverture. Comment ça se passe pour manœuvrer un gros paquebot? Un gros paquebot, en fait, ce qu'on essaie, c'est de travailler sur des projets. Nous, on n'est pas dans la théorie, on est dans la pratique, donc j'ai pris des exemples sur des projets. Donc on arrive à convaincre l'entreprise et à emmener l'ensemble des acteurs de l'entreprise. C'est pas simple, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, mais il y a un état de fait dans les entreprises aujourd'hui, il y a une réglementation qui s'impose, etc. Et faire bouger l'entreprise vers l'entreprise libérée, croyez-moi, c'est pas simple, on y travaille tous les jours, mais c'est pas simple. Donc on travaille beaucoup sur les projets, et chaque projet on progresse, c'est ce que j'ai dit, on étale un petit peu le panel de nos partenaires. En interne, on a plusieurs façons de travailler. Effectivement, on a une équipe d'open innovation assez réduite, mais qui a pour objectif d'aller sourcer des partenaires pour embarquer dans nos projets. Donc on travaille avec un certain nombre de partenaires institutionnels sur les startups comme la BPI. On développe aussi des collectivités sur les territoires, très proches des territoires concernés. Donc à Lyon, ça s'appelle le Tuba. À Bordeaux, on a lancé un incubateur autour de tout ce qui concerne la ville, avec la collectivité, un certain nombre de partenaires. On va faire la même chose à Nantes et à Lille. Bien sûr, on prend des participations dans les startups. Ce n'est pas un fonds traditionnel spéculatif, c'est un fonds industriel. On prend toujours des participations très minoritaires
on passe beaucoup de temps à ouvrir des portes. Ce que cherche une start-up, je passe tout le temps contrôle. C'est un peu de financement, bien sûr, mais c'est surtout gagner du temps dans son développement en ayant des portes qui s'ouvrent plus facilement. Donc ça, nous, on a la chance de pouvoir ouvrir ces portes assez rapidement. Donc l'essentiel de mon temps et de celui des équipes, c'est d'ouvrir ces portes-là et puis de les embarquer sur des projets, parce que le deuxième sujet, c'est de trouver rapidement des projets pour alimenter le développement de la start-up. Donc on les embarque, bien sûr, sur nos projets. Et puis ce qu'on essaye, c'est de faire sortir aussi, vous l'avez dit, toi aussi tu l'as dit, c'est pas forcément le chef qui a toutes les bonnes idées, c'est comment on fait remonter ces idées-là sans passer par tout le filtre de la pyramide de l'entreprise. Donc on a créé un certain nombre d'initiatives d'accélération de projets. Aujourd'hui, par exemple, on a réuni une dizaine de collaborateurs qui ont des projets, qui portent des projets, on les coach avec des méthodes qu'utilisent les startups pour qu'ils arrivent à développer et à pousser leur idée, donc soit pour développer une nouvelle activité chez nous, soit pour partir avec ce projet-là. L'année dernière, on a fait sortir une idée originale, et la personne qui portait le projet a lancé sa start-up, hébergée par The Family, et bien sûr, ces startups viendra travailler avec nous, mais il ira travailler aussi avec d'autres partenaires du marché. Donc on crée de la valeur, bien sûr, qu'on va utiliser, mais qui va également être utile pour d'autres partenaires, mais si on ne crée pas cette valeur, on ne peut pas nous non plus améliorer les offres qu'on fait à nos clients. On va passer à la troisième séquence de cette table ronde. On va se projeter dans le futur. On comprend bien du coup en quoi est-ce que le fait de mettre en place des méthodes de collaboration est indispensable. Pour autant, si jamais chacun vous consultez un peu votre boule de cristal, est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est amené à devenir la norme dans les prochaines années? Et si oui, comment est-ce qu'on peut accompagner cette dynamique? Peut-être que Jean-François, vous pouvez commencer. Alors, peut-être juste une précision pour que je comprenne bien la question. Ouais. Quelque chose amené à devenir la norme. C'est quelque chose quoi? C'est le fait de mettre en place des pratiques collaboratives, donc de se diriger vers l'intelligence collective comme étant une façon de percevoir toute activité. Alors je vais rester très rigoureux et un peu casse-pied, puisque justement il ne s'agit pas de méthode, d'intelligence collective pour moi. Je le redis, on ne fait pas d'intelligence collective. On utilise des méthodes pour augmenter un certain type d'intelligence collective. Par exemple, il y a des méthodes pour augmenter l'intelligence collective d'un petit groupe, l'intelligence collective originelle, et des méthodes pour augmenter l'intelligence collective de l'entreprise pyramidale. Majoritairement d'ailleurs, il y en a beaucoup. Et puis, on commence à découvrir maintenant des méthodes, on les cherche, il y a un foisonnement de méthodes pour augmenter, développer, déployer l'intelligence collective holomidale, distribuée en réseau, avec toute cette nouvelle physique sociale qu'on connaît encore très mal, et puis qui se transforme année après année, parce que les outils qui arrivent, on n'a rien vu encore finalement de tout ce qui arrive, de tout ce que ça transforme. Et encore une fois, je le répète, de manière extérieure, par la technologie, parce que l'humain a toujours représenté un être technologique. Il a fait du feu, ça l'a transformé, et il a fait évoluer ses outils, qui l'ont transformé, et ainsi de suite. Et puis par l'intérieur, justement, avec toute cette déconstruction qu'il y a, et qui constitue, je dirais même aujourd'hui, l'essentiel de mon travail de recherche. Je fais presque plus de low-tech aujourd'hui, parce que tout le monde fait du high-tech. Je fais plus de low-tech, je me trouve pieds nus, il y a une raison, j'ai une façon de... Oui, je viens de la Guadeloupe aussi, alors ça... j'ai du mal à mettre des chaussures aujourd'hui. Voilà. Mais donc il y a aussi toute cette évolution de fond qu'on observe sociologiquement. On a des données sociologiques. Vous avez peut-être entendu parler de créatif culturel. Qui a entendu parler de ce terme, créatif culturel? Voilà, il y a déjà pas mal de monde dans la salle. Bon, grosso modo, tous ces gens toute cette génération qui grossit très vite dans tous les pays du monde, qui a une conscience planétaire, ça veut dire qu'il sait au fond d'elle-même que ce qu'on fait ici, ça a un impact là-bas, et vice-versa. Moi, j'ai grandi dans un monde encore plat, intellectuellement rond, mais émotionnellement plat. Ça veut dire ce qu'on met dans une rivière, ça part, et puis ça ne reviendra jamais. Ça ira ailleurs, on ne sait pas où. Aujourd'hui, on sait que ça revient. Donc, les créatifs culturels montrent aussi ce changement de l'intérieur, de la culture, de la représentation de soi. Donc, de gens qui font du développement personnel, beaucoup. Qui se foutent de l'aspect carriériste. Le consumérisme, ça ne les intéresse pas du tout. La droite, la gauche, encore moins. Le journal, le JT de 20h, alors là, ils n'y passent pas une seconde. Des gens qui ont une conscience écologique,
qui votent pas forcément écolo, mais qui ont des actions citoyennes, etc. Et ce mouvement-là, de gens qui s'individuent, un mouvement d'individuation, de gens qui deviennent de plus en plus uniques. On parle même aussi souvent en anglais de multi-potentialites, hein, de gens qui ont plein de potentiels différents. Un qui fait à la fois de la musique, qui a fait du droit, qui aime le skateboard et qui s'intéresse à la vie subaquatique. Et bien cette personne-là va trouver un moyen de conjuguer tout ça, d'en faire quelque chose d'unique. Et ça crée de la complexité sociale. Donc on voit à la fois ce mouvement, cette tendance de fond, donc qui nous donne quand même des éléments très intéressants pour le futur, puisqu'il s'agissait de cette question, comment ce futur évolue. Il y a cette explosion de complexité sociale, et derrière, les outils et les pratiques extérieures et intérieures qui arrivent. Peut-être pour finir, pour dire jusqu'à quel point ça va, moi j'ai réalisé dans mes recherches que par exemple la façon que j'avais de respirer ou de marcher me venait d'un enseignement culturel, non pas biologique, mais culturel. J'ai appris à marcher culturellement, j'ai appris à respirer culturellement. Et ça influence toute ma façon de penser, mon psychisme intérieur, l'enchaînement de mes pensées. Et j'ai vu par exemple qu'en changeant ma marche, raison pour laquelle je marche la plupart du temps pieds nus, je vais mettre la pointe du pied devant, la façon de respirer également, a changé énormément de choses dans mon psychisme intérieur, quelque part à recabler mon cerveau sur d'autres choses et m'ouvre sur de nouvelles réalités, de nouvelles représentations. Et ça aussi, je pense qu'on doit l'inclure dans notre compréhension de cet avenir. Et on le mesure sociologiquement, donc il ne s'agit pas simplement d'élucubration que je fais maintenant, on a des outils de mesure qui montrent cette tendance qui va extrêmement rapidement et dans tous les pays du monde. Vous aurez chacun l'occasion de réagir à ça, mais j'aimerais en complément aussi apporter une autre question. Alors par exemple, lorsqu'on se place du point de vue d'une entreprise, si on se fait un peu l'avocat du diable, on pourrait se dire ouvrir évidemment, mais jusqu'à quel point? Parce que parfois on a aussi un savoir-faire, on a une expertise qui nous est propre, qui constitue la richesse d'une entreprise et qui risquerait d'être peut-être diluée à force d'être trop partagée. En tout cas, c'est la question que je pose. Et par ailleurs, est-ce que selon vous, il existe des secteurs, des entités qui sont naturellement hermétiques à toute idée d'ouverture, de collaboration? Et si c'est le cas, est-ce que c'est quelque chose qui est normal, qui est souhaitable? Comment est-ce que vous réagissez à ces différents points? Christian, je vous regarde. Ah non, mais nous, on ne peut pas ne pas collaborer. Enfin, on est en train d'inventer aujourd'hui des cœurs de ville. J'imagine pas un seul instant qu'on ait tout le savoir pour développer ces villes-là. Donc ça s'impose à nous, les usages. On est en train de réfléchir aujourd'hui à des immeubles réversibles, des choses qu'on ne sait pas nous-mêmes tout concevoir seul, parce qu'il y a effectivement des savoir-faire qu'on a dans la construction, dans la conception, mais il y a besoin de travailler avec des sociologues, on travaille beaucoup avec des designers d'usage. Donc nous, on n'a pas de choix de faire autrement, ça s'impose à nous, et si on veut continuer à développer notre activité, il faut qu'on intègre de plus en plus, et on développera tous de la valeur, parce que nous, on est encore sur des schémas court-termistes, par rapport à ce que vous évoquez, où il faut qu'on crée de la valeur et qu'on amène, et cette valeur, on pourra continuer à créer si on donne plus de valeur aussi à nos clients. Et nos clients, ils demandent des usages complètement différents. Il y a quelques années, des immeubles de bureaux, c'était un immeuble où on avait Internet, une bonne température, et quelques mètres carrés. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, il faut avoir, tu l'as vu à la ruche quand tu es venu, on a des espaces qui correspondent à nos usages. On a inventé des espaces de coworking, qui s'appellent Nextdoor, où on a été surpris par la demande d'animation de la communauté. Les gens ils viennent dans ces lieux, pas forcément parce qu'ils ont des... En fait, on a inventé de l'immobilier de service. C'est-à-dire qu'on ne paie plus, on ne prend pas un bail 369, qui est très compliqué pour une start-up, je parle sous ton contrôle, mais on prend un abonnement d'1 an avec une résiliation sous un mois. Donc pour une start-up, par exemple, c'est très, très pratique, puisqu'elle a une totale liberté. Donc on a dit, c'est ça qu'ils viennent chercher. En fait, on s'est rendu compte que non, c'est la communauté. Parce qu'on regroupe un certain nombre de diversités de savoir-faire, et également des équipes de grandes entreprises qui rejoignent ces centres, et se sont thématisés les uns les autres, et du coup, c'est cette communauté qui fait la richesse du lieu, et non pas cette simplicité de fonctionnement qu'on a mis en place. Donc, les usages vont tellement vite que nous, si on ne s'ouvre pas, comme on a des cycles longs, parce qu'il faut encore rouler un peu de béton, pour se en bois, mais ça prend aussi du temps, il faut qu'on anticipe plus que les autres, parce que ce cycle est très long. Sylvia,
Est-ce que tu partages également ce point de vue? Alors si on prend l'exemple de l'État par exemple, est-ce qu'il a vocation lui-même de toute façon à s'ouvrir, c'est impossible de faire autrement, ou est-ce que au contraire il a plutôt intérêt à garder certaines chasses gardées? On pense notamment à des domaines peut-être un peu régaliens. Une réaction par rapport à ça? Alors, il y a l'État et les citoyens. Je vais commencer par les citoyens et revenir sur des choses qui ont été citées précédemment, notamment cette question du numérique qui nous ramène à un paradigme d'abondance, donc du coup qui nous ramène vers des imaginaires qu'on avait peut-être oubliés, notamment on était enclos dans cette question de la propriété. Internet nous permet de repenser les usages et fait émerger la notion de commun à nouveau. De commun informationnel, bien sûr, moi j'ai parlé beaucoup de données, mais ça nous permet aussi d'entrevoir une sorte de renouveau des communs naturels, et puis de penser du coup ce qu'on appelle bundles of rights, donc un spectre d'usage. Et je pense qu'en tout cas ces cultures-là, elles nous amènent à réinventer la manière dont on collabore, la manière dont on diversifie nos rapports aux échanges, aux biens, et la manière dont on peut diversifier notre rapport à la propriété et à l'usage à différents niveaux. Donc ça c'est le premier point. Je pense que, je ne sais pas s'il y a des gens ou des structures qui sont de fait, qui ne sont pas à même à collaborer. En tout cas, je pense qu'on a tous à gagner à mieux collaborer et à travailler peut-être la question de la réciprocité. Il y a beaucoup de choses qui se jouent en ce moment au travers de l'idée du tiers de confiance ou d'exclure le tiers de confiance. Dans la technologie, on parle des technologies blockchain, par exemple, qui excluent ce tiers de confiance et qui permettent d'échanger de manière pair à pair, avec toute une déconstruction justement des systèmes de gouvernance traditionnels qu'on connaît. Donc ça pose plein de questions. À Saint-Étienne, avec les tiers-lunes, on travaille sur l'idée de poignée de main numérique. C'est quoi la réciprocité entre deux acteurs? Voilà, donc je pense que c'est en tout cas l'action de la réciprocité le sujet à regarder, et du coup toute la manière dont les États s'inscrivent à travers ça, c'est une question fondamentale en effet, puisque tout ce qui se passe au niveau de la société civile déplace complètement la position de l'État. Charles, est-ce que c'est un point de vue que tu partages également? Oui, vraiment tout à fait, par rapport à ce qui a pu être dit. Il y avait un peu de questions, est-ce que toutes les structures doivent s'ouvrir, et après, est-ce que cette dynamique d'intelligence collective, une méthode permettant d'augmenter l'intelligence collective, ça va se poursuivre, s'intensifier? Nous, vraiment, on travaille avec tout type de domaine, tout type de secteur, et j'en vois aucun qui ne serait pas en capacité, qui en tire déjà pas parti aujourd'hui en l'état, et qui ne serait pas en capacité d'en tirer plus parti. Pour être un peu provocateur, même le militaire, on sait quand même les technos, on a plutôt envie que ce soit le pays d'origine qui en bénéficie que les autres. C'est comme ça qui a fait naître Internet au départ, et qui essaime aussi beaucoup de technologies dans le civil qui font énormément progresser les choses. Donc en fait, j'en vois pas vraiment. Ensuite, c'est plus, je pense que les méthodes s'appliquent différemment à tel ou tel secteur, et c'est là où je pense que Jean-François, très justement, tu disais qu'il n'y a pas vraiment d'intelligence collective, il y a différentes méthodes. Il y a des méthodes qui vont s'adapter plus ou moins bien à tel ou tel secteur. Je pense que c'est surtout ça. Et puis sur les next steps, sur la suite, peut-être pour ouvrir un peu, on parle beaucoup d'intelligence collective, mais on parle aussi beaucoup aujourd'hui d'intelligence artificielle, et notamment quand on est dans un monde qui est d'une plus en plus grande complexité, et où individuellement même les personnes les plus sachantes, les plus expertes ont du mal parfois à prendre de la hauteur et à avoir une vision d'ensemble. Ces technologies-là vont très certainement, avec le big data, arriver à de plus en plus être des vraies aides pour prendre les bonnes décisions. Mais alors après, jusqu'où ça va? Est-ce que l'intelligence collective, elle se fait avec aussi ces intelligences artificielles, et comment on les intègre? Je pense que c'est aussi ça les questions pour la suite, pour pas non plus tout déléguer à ces intelligences artificielles et puis se dire ok, il n'y a plus d'intelligence collective, le big data, les intelligences artificielles font tout pour nous. Et du coup, quel rôle on redonne à l'homme dans tout ça? Et c'est peut-être là aussi où du coup on retrouve plus le rôle politique, parce que ça, c'est certes l'intelligence artificielle va exister, mais qui prend les décisions, quelle organisation permet de les implémenter, de les suivre, d'itérer idéalement de manière agile pour les faire progresser.
Voilà, on peut peut-être ouvrir sur la prochaine conférence, je sais pas. Alors, on a fait une conférence sur l'intelligence artificielle qui abordait précisément ce point, donc je fais un petit moment promo. Sur le site des conférences, l'intégralité de cette conférence est disponible. On avait notamment Serge Tisseron et Jean-Gabriel Ganassial qui étaient invités et qui ont soulevé justement ces points extrêmement intéressants. Alors, pour continuer dans l'intelligence collective, on va utiliser la bonne vieille méthode du micro qui circule et on va prendre des questions. Donc les règles sont assez simples, hein. C'est simplement de vous présenter au début et puis de poser une question courte pour que le plus de personnes possible puissent s'exprimer. Et puis je vais également vous demander à chacun de formuler des réponses courtes et comme ça voilà, le micro pourra bien circuler. Alors j'ai vu un bras se lever au premier rang, monsieur. Bonjour, Alain Détol. Donc moi je suis d'un territoire et pas d'un internet. Je suis d'un territoire, le territoire de la Creuse et plus particulièrement du plateau de Millevaches. Et je voudrais simplement revenir un peu sur les territoires et pas que sur les territoires parce qu'on a beaucoup parlé d'intelligence, mais il me semble que parler d'intelligence sans parler de bienveillance, sans parler de curiosité, sans parler de désir de l'autre, pose quand même un petit problème parce que ce qui construit réellement l'intelligence, c'est bien ce rapport qui s'établit et cette circulation qui se fait sur nos territoires, donc du plateau de Millevaches. Je m'excuse, c'est pas une question courte, c'est un témoignage court. Il y a beaucoup de fonctionnements de ce type, beaucoup de fonctionnements qui fait appel à l'attention et à la bienveillance qu'on peut porter par rapport aux autres. Alors les autres, ça va jusqu'aux personnes qui viennent, les réfugiés qui viennent des autres pays, qui sont amenés sur nos régions et comment on les gère, et qu'est-ce qu'on fait avec eux et comment tout ça travaille ensemble. Mais je pense qu'on n'est pas le seul territoire à être comme ça. L'Internet et les nouvelles technologies nous apportent des éléments complémentaires, mais il me semble que le démarrage de l'intelligence ne vient pas de l'Internet, mais bien de ce qu'on a pu développer avant et pendant, et ce qu'on développe maintenant. Et voilà, je voulais simplement rappeler ces éléments-là qui me paraissent importants. Merci pour ce rappel et pour ce témoignage. Je ne sais pas s'il appelle une réaction de l'un de nos intervenants, sinon j'avais vu que madame avait levé la main. Dominique Doré, je voulais demander sur Nanterre, est-ce que dans votre tour de table, il y a la ferme du bonheur et le grand portail? Cette question est pour vous, Christian. Non, il n'y a pas ces deux partenaires-là, mais ils sont les bienvenus si vous souhaitez les associer. Hein. C'est pas nous, on n'a pas fait un club fermé de partenaires, on a intégré dans le projet tous les partenaires qui voulaient s'y greffer, et avec grand plaisir, on peut les accueillir. Et je ne sais pas si c'est le but de les accueillir, mais ça fait partie pour moi des musts de Nanterre. Donc ne pas les avoir, c'est un petit manque pour vous. Mais qui... Enfin, c'est les musts de Nanterre pour vous, mais nous, on a des associations locales de riverains qui étaient très impliqués dans la vie du quartier. On a vraiment des gens qui sont impliqués dans le territoire. Donc, vous pouvez pas si vous voulez nous dire qu'on ne connaît pas bien le territoire parce qu'on n'a pas associé ces deux associations, désolé, on ne les a pas associées, mais elles sont les bienvenues si vous le souhaitez. Mais on a un parterre de partenaires assez incroyable sur ce projet-là, et je vous invite à venir nous voir quand vous le souhaitez. Il y avait des questions de ce côté de la salle, monsieur. Question. Max Pierre-Fortin, je suis écrivain, je suis réalisateur et journaliste également. Je pose la question, enfin, j'ai pas son nom, oui. Voilà. Jean-François Nobel. Vous avez posé le problème. Pour moi, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas d'évolution. C'est-à-dire que tout existe déjà. Je prends l'exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, une évolution au niveau de l'identité? Parce qu'on se rend compte que, en vous écoutant, nous n'avons pas une identité unique, mais une identité en rhizome. Et même le mot rhizome avait déjà été inventé par Deleuze et Guattari, et repris aussi par le poète martiniquais Édouard Glissant,
qui parlait dans cette totalité monde, effectivement, nous avons des racines en rhizome. Le problème, vous sortez de la Guadeloupe, moi je suis né en Martinique. Et très tôt, on a su que nos ancêtres n'étaient pas uniques et n'étaient pas des Gaulois. Et que nous avions les racines en rhizome, justement. Alors, ça c'est une chose. Alors, ce qui a évolué, ce sont les outils collaboratifs. Mais la question qu'on doit se poser aussi, dans ce tout monde, dans cette totalité monde dont parle Édouard Glissant, effectivement, comment vivre ensemble. Et notre engagement aujourd'hui, enfin en tout cas le mien, c'est effectivement un épanouissement, mais aussi la conquête d'une nouvelle fraternité, une plus grande fraternité grâce à ces outils collaboratifs. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Est-ce que vous souhaitez réagir, Jean-François? Alors merci déjà de soulever cette question de l'identité absolument essentielle. Elle s'avère tellement essentielle pour moi que dans mes recherches, puisque j'ai choisi de faire des recherches pas simplement académiques, mais de devenir mon propre laboratoire, mon propre objet de recherche et d'avoir une vie expérimentale, pour ma part j'ai laissé tomber toutes les formes anciennes d'identité. Alors j'ai toujours un passeport, j'ai toujours un nom et un prénom, mais de fait, parce qu'il les faut pour vivre dans la société actuelle, mais par exemple, je précise bien quand on m'invite que on met le titre qu'on veut me mettre ou le pédigré qu'on veut me mettre, ça n'a strictement aucune importance. Ça va plus loin dans ma pratique et dans cette recherche. Par exemple, sur la question de comment on va exister en ligne. Parce qu'aujourd'hui, nous existons dans deux espaces. On existe dans l'espace physique, la biosphère, et puis dans cette noosphère dont Teilhard de Chardin parlait, ça veut dire que maintenant on se met aussi à exister dans une nouvelle physique, l'espace en ligne, le monde Internet. Donc il y a aussi un soi digital à développer. Et là, pour le coup, il a un aspect complètement rhizomatique. En gros, nom, prénom, profession, ça n'a plus aucun sens dans cet espace-là. Et puis vous posiez la question de nos origines multiples. Effectivement, nos ancêtres les Gaulois, surtout en Martinique et en Guadeloupe, très, très pertinente. Pour moi, ça m'a tellement questionné que j'ai poussé les recherches jusque dans les constructions du langage. Notamment, ça m'a amené à faire évoluer la langue que je parle, enfin les deux langues que je parle couramment, l'anglais et le français. Je vous parle par exemple dans un dérivé du français qu'on appelle le F', F pour français et prime dérivé du français. Et dans cette forme-là, je n'utilise plus le verbe être. Depuis que je vous parle, ce soir, je sais que je n'ai pas utilisé le verbe être. Et notamment, si vous voulez qu'on développe un petit peu, on pourra le faire après, je ne vais pas trop mobiliser la parole, mais je peux vous dire que ça change complètement la notion d'identité. Par exemple, si je dis Paris est une ville pluvieuse, je vous impose une réalité sans réaliser que mon être, moi, mon identité, a imposé ça aux autres. Maintenant, si je dis je pense que, je trouve que, je crois que, je deviens l'observateur qui propose quelque chose aux autres, et les autres peuvent avoir d'autres expériences, et toute la notion identitaire change derrière. Je fais vraiment un raccourci, mais paradoxalement, en supprimant le verbe « être », ça a permis de me redonner à moi-même une identité complètement rhizomatique, ça veut dire multifacette, en tant qu'observateur, en tant que sujet d'expérience, qui a des expériences extrêmement diverses et variées et uniques, et qui n'a plus besoin d'imposer un modèle collectif aux autres. Donc ça va très très loin, jusque dans les structures profondes du langage, et je ne parle pas aussi des codes sociaux, et je ne parle pas aussi de l'argent, en tant que vieille technologie qui va aussi, je pense, se transformer très bientôt. Donc merci d'avoir soulevé la question. Merci, il y avait une question également ici, alors donc monsieur et ensuite madame derrière, oui. Bonjour, Christophe Cesetti, citoyen engagé. Depuis peu, il existe un mouvement politique qui invite les citoyens à voter toutes les lois. C'est une façon de hacker l'Assemblée nationale. Je voulais savoir si vous en avez entendu parler, et est-ce que c'est les prémices d'une réappropriation citoyenne de la démocratie, contrairement, et donc de la fin des systèmes pyramidaux et le côté rhizome qui va pouvoir se développer par rapport à ça, grâce aux technos, qui vont permettre à 45 millions d'électeurs de voter chacune des lois, voir chacun des articles, voir chacun des amendements, voire même à un moment de proposer quand la maturité sera là et que les architectures invisibles auront un peu sauté. Merci, alors assez naturellement je me tourne vers toi, Sylvia. Je suis ravie de te voir en vrai parce qu'on échange beaucoup sur les réseaux, j'avais jamais eu l'occasion de te rencontrer. Voilà, ça c'est dit. C'est une question difficile. En tout cas, on a observé ces derniers mois, notamment dans le cadre des
dernières élections, énormément d'initiatives dans leur diversité qui montrent des formes nouvelles de délibération, de prise de décision, de coexistence avec nos instances de décision. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a aussi une critique de cette technologie qui émerge. Et la technologie ne fait pas tout. Hein. Il n'y aura bien sûr pas de changement si on ne travaille pas le fond, le politique, parce que ça peut nous amener, la techno n'est pas neutre, donc, pour le meilleur ou pour le pire. Donc ça, c'est une première chose, un travail sur les médiations et un travail sur le fond et sur le sens. Après, je pense que ce que ça nous montre à ce stade, ces initiatives, c'est qu'en fait, on vit dans un spectre très réduit du champ des possibles de nos modes de délibération. Moi, je suis en train de faire un travail avec un groupe d'étudiants sur toutes les formes de délibération, les formes de gouvernement qui ont existé depuis la nuit des temps, et je découvre des trucs incroyables, quoi. Donc je pense que le premier truc que ça nous amène, c'est de nous ouvrir en tout cas le champ des possibles, et ça nous invite à repenser revoir nos angles de vue sur nos modes de prise de décision et de gouvernance. Peut-être qu'on peut citer un ou deux exemples justement de plateformes qui appellent à ce type de participation. Alors il y a Ma Voix, je pense, qui a émergé. Voilà, il y a les primaires citoyennes aussi, avec l'idée de faire intervenir un citoyen se présenter au présidentiel. Donc la candidate, la marchandise, n'a pas eu suffisamment de voix, mais en tout cas elle a fait un très beau parcours, c'est des initiatives à suivre. Voilà, vous en voyez d'autres. Il y a le travail de regard citoyen aussi, moi, que j'aime bien, donc, qui investit vraiment un suivi de l'Assemblée nationale, et qui fait un travail aussi de transformation, et finalement qui réclame plus de puissance publique grâce à son action, et ça, je pense que c'est important. Un exemple concret dans les démarches de mise à disposition des données ouvertes, hein, puis c'est sur quoi travaille Regard Citoyen. Il y a différents formats de fichiers. En fait, il y a beaucoup de fichiers qui sont des fichiers numérisés, des photos en fait qui sont pas lisibles par un ordinateur. Et donc là, il y a des opérations de crowdsourcing qui sont menées par Regard Citoyen, où à 3000 mains, on se met à transformer ces photos en de la donnée chiffrée, et du coup, ce sont des mouvements qui permettent de demander plus d'exigences sur nos documents partagés et sur nos moyens de collaborer. Avant de prendre une autre question, peut-être que Jean-François, tu souhaitais réagir ? Mais on a quand même une situation très intéressante, donc les élections présidentielles qui viennent d'avoir lieu. Et souvent on m'a demandé, tiens, comment ça pourrait avoir lieu non plus en intelligence collective pyramidale, puisque un gouvernement fonctionne, un État-nation fonctionne en pyramidale, mais comment ça se passerait si on vivait déjà dans un monde holomidal. Alors évidemment, je n'ai pas la boule de cristal, mais il y a quelques éléments quand même intéressants qu'on peut aller chercher, et dans ce que Christophe disait, ce qu'on appelle la démocratie liquide. Je ne sais pas si vous avez... Qui a entendu parler de ce terme, démocratie liquide? Ouais, super. Donc la démocratie liquide, pour ceux qui connaissent un petit peu moins, on peut imaginer les élections précédentes. Comment ça se passerait dans une démocratie liquide? On donne par exemple à chaque citoyen 100 points, et ils peuvent les mettre déjà sur les candidats qu'ils veulent. Donc là, on choisit un candidat contre les autres, on met 12 points sur un tel, 53 sur un autre, 0 sur un autre, enfin voilà, chacun choisit. Mais déjà, on sait que rien qu'avec ce modèle-là, on aurait eu un ranking, un ordre des candidats tout à fait différent de celui qu'on a vu sortir. Or, ça nous met déjà face à une notion intéressante, que la façon, le modus operandi, détermine l'ordre des candidats, alors qu'on pourrait penser qu'il s'avère neutre. Il y a un ordre dans l'absolu, des préférences, mais non, en fait, la façon dont on va utiliser, comptabiliser, va changer l'ordre des candidats, première chose. Donc, deuxièmement, on peut envisager avec la démocratie liquide une démocratie à la fois représentative et complètement directe. Je m'explique. Imaginons que chaque mois, effectivement, chaque citoyen ait 100 points ou 500 points, enfin, peu importe le protocole, on va dire 500. Et chaque mois, je puisse mettre des points pour peser sur des décisions, sur des options particulières, soit au niveau étatique, soit au niveau tout à fait régional, voire même ma commune. Bon. Donc déjà, j'ai moyen de peser
sur les choses qui m'intéressent. Maintenant, je ne peux pas voir tout, je ne peux pas voir tous les débats, je n'ai pas une expertise dans tous les débats, et je peux tout à fait décider de donner à mon voisin, je sais par exemple qu'il a une légitimité dans l'éducation, moi je n'ai pas, et bien je lui dis voilà, 50 points, tu votes pour les décisions sur l'éducation. Et donc là, j'ai quelqu'un qui me représente. Et puis on peut imaginer que des gens vont devenir très représentatifs parce qu'ils ont une expertise reconnue, même au niveau national, et donc ils peuvent collecter peut-être des millions de points et peser très fort. Ce mois-ci, mais peut-être que le mois suivant, s'ils n'ont pas assez bien fonctionné ça, ils en auront beaucoup moins, voire plus du tout. Donc là, on voit qu'on a des modèles, il n'y a aucune limite technologique pour ce genre de choses. Je trouve intéressant de voir qu'il y a des initiatives en parallèle du processus pyramidal classique, lourd, assez pompeux, et puis qui n'a plus beaucoup d'avenir, je pense, mais qui se mettent en place et qui, je l'espère, un jour vont montrer leurs preuves. Sauf erreur, il me semble qu'en Irlande notamment, il y a une forme de démocratie liquide que tu évoques qui existe en fait, qui est déjà mise en place. Je ne sais plus pour quelle élection précisément, mais en tout cas c'est quelque chose qui était ressorti dans la presse ces dernières semaines. Alors donc il y avait une question ici, puis peut-être au milieu de la salle, après voilà, je vois des mains qui se lèvent là-haut, donc madame, et puis après on passera là-haut. Véronique, francilienne, simple citoyenne. Je trouve ça tout à fait intéressant. Mais je me posais la question comment ça se traduit dans une coopération avec un groupe comme Bouygues sur la démocratie au sein de l'entreprise et le partage de la valeur. Est-ce que vous voyez des évolutions au sein, est-ce que ça influence quelque chose au sein du groupe? Est-ce que ça peut amener quelque chose à votre avis et notamment pour le partage de la valeur financière? Et à l'intérieur de l'entreprise. Juste, on prend peut-être une ou deux questions encore comme ça. Comme ça, on pourra. Ok, donc on a cette première question. J'avais identifié. Monsieur. Bonsoir. Moi, c'est Godefroy. J'ai 22 ans et donc, je viens de finir mes études. Je suis en train de monter un blog et voilà. Donc j'ai quelques questions. On va essayer d'en prendre surtout une. J'ai deux questions. En fait, j'ai une question pour Sylvia. Ouais. C'est déjà comment on peut avancer collectivement quand les valeurs ne sont pas bien définies. Quand il y a des personnes trop négatives dans notre équipe. D'accord, et la deuxième question. La deuxième question. C'est pour Jean-François. Donc on parle de développement personnel, d'évolution, biomimétisme. Mais est-ce qu'il y en a qui vont ceux qui n'ont pas envie d'évoluer avec cette tendance, ils vont être laissés sur le carreau. Et comment entraîner ces personnes à sortir de leur zone de confort? Comment leur donner envie d'évoluer, de se développer personnellement? Merci beaucoup pour ces deux questions. On prend une autre intervention, question. Puis après, on repassera la parole aux intervenants. Bonjour, Gwenaëlle. Je travaille chez Danone en transformation digitale et intelligence collective. Donc justement, j'aurais deux questions pour Jean-François, sur notamment, par rapport à vos travaux de recherche, est-ce que vous avez un volet sur les nouveaux modes d'éducation alternative? On parle d'éveil des consciences pour faciliter les relations interpersonnelles. On voit des écoles qui font des pilotes pour donner des cours d'empathie, de méditation, etc. Donc, je voulais avoir votre point de vue sur tout ça pour encourager ce système-là en France. Et l'autre question, c'est autour du multipotentialiste. On a parlé de ça tout à l'heure. Ce sont souvent des gens qui sont pionniers. Donc comment on aide les aidants pour les aider dans leur mission et ce cheminement-là, qui est souvent semé d'embûches. Merci beaucoup. Alors, il est 25. On va essayer de tenir l'exploit de répondre à ces questions en 5 minutes. Alors, je récapitule. Il y avait une question qui vous étiez destinée, Christian, sur la démocratie en entreprise, pour faire simple, mais peut-être qu'également Charles pourra peut-être également apporter un complément de réponse. Sylvia, sur comment avancer collectivement lorsque les valeurs ne sont pas définies. Et puis après 3 questions, et on pourra conclure avec ces 3 questions avec Jean-François sur comment on fait face aux personnes qui n'ont pas envie d'évoluer, ou du moins comment est-ce qu'on peut les sortir de la zone de confort, mode d'éducation alternatif, et puis les multipotentialistes. On commence par la démocratie dans l'entreprise, l'évolution de l'entreprise, c'est déjà en marche, je ne le vois pas sans jeu de mots, et c'est forcément, on est obligé d'y aller, parce que je pense que demain, on n'aura pas 100% des collaborateurs
qui travailleront chez nous, mais on aura de plus en plus de collaborateurs qui seront en freelance. Donc on devra gérer à la fois des collaborateurs qui dépendent de l'entreprise et des collaborateurs qui viendront travailler pour un moment, pour un projet, pour l'entreprise. Donc on doit faire évoluer nos fonctionnements, la façon dont on travaille. Nous on commence à le faire. Tu as évoqué le lieu qui est la ruche, où on a co-conçu ça avec nos collaborateurs. Maintenant on fait ça au niveau de l'ensemble de l'entreprise. On a supprimé un niveau hiérarchique. On est en train d'accélérer ce mouvement-là parce qu'on est contraint par l'évolution de la fois des collaborateurs qu'on intègre et puis surtout de la façon dont on va travailler demain sur les projets. Peut-être pour compléter, parce qu'il y a une question qui débordait sur le partage de la valeur créée, je crois, dans la question initialement. Nous, on va soutenir beaucoup d'initiatives de type intrapreneuriat, où les personnes qui sont collaborateurs salariés, montant une équipe sur un projet, sur un concept qui peut déboucher sur de la génération de valeur, vont derrière s'y retrouver en étant associés soit à la création d'une business unit, soit la création, on en parlait, d'une start-up dont ils seront associés au capital et avec du coup l'entreprise initiant le projet peut les aider, les pousser. Et de cette manière-là, en fait, ils deviennent beaucoup plus engagés et motivés parce que c'est leur projet. Ils créent plus de valeur que s'ils le faisaient en tant que salariés parce que, encore une fois, c'est leur bébé aussi. Et c'est vraiment win-win parce que l'entreprise elle-même, par sa culture, sa hiérarchie, son organisation, n'aurait pas pu développer le projet seul sans ce modèle-là, en fait. Sylvia ? Alors, sur la question de comment on collabore quand les valeurs ne sont pas alignées et quand il y a du... Voire pas définies. Voire pas définies et quand il y a du conflit ou des oppositions. Alors là, je vais me détacher du numérique. Je me suis j'ai beaucoup observé les derniers mouvements en Espagne, autour des Ardiniers, les Nuits debout et autres. Je retiens une chose, je pense que si on regarde les mouvements en Espagne, on voit qu'il y a une convergence vers des minima, c'est-à-dire qu'il y a eu un gros travail d'abandon de beaucoup d'éléments identitaires. On revient à cette question de l'identité. Je pense que dans les luttes, entre guillemets, de ces dernières années, il y a cette notion de dépossession qui est intéressante, mais au sens positif aussi du terme, c'est-à-dire comment la dépossession, ça peut être quelque chose de négatif, mais aussi quelque chose de positif quand on se livre à une co-construction de soi-même par l'autre. Donc ça, c'est une notion qui est intéressante. Si on regarde Nuit debout, vraiment comment ça s'est organisé, on voit qu'il y a eu différentes temporalités du dialogue. Et c'est intéressant de regarder la question de la délibération, c'est-à-dire qu'il y a eu des assemblées où on n'était pas là pour prendre des décisions, mais on était là pour échanger. Et puis il y a eu des commissions où là on était là pour délibérer avec des systèmes de vote. Donc à la fois la gouvernance et les modes délibératoires étaient complètement différents. Je pense qu'il y a des articulations à créer quand on travaille en groupe entre les temps où on échange et les temps où on prend des décisions. Ça c'est un premier point. Et puis cette question de est-ce qu'on cherche le consensus et à quel moment le consensus, je crois qu'il est intéressant pour trouver des angles de vue sur une question. Et l'idée, c'est pas forcément d'aller toujours dans la même direction, mais en tout cas de comprendre comment on regarde les choses. Je sais pas si ça répond à la question. Mais... En tout cas, c'est très clair. Jean-François, ce qui tiendra également lieu de mots de la fin. 3 réponses. Alors, il va falloir me rappeler parce que j'ai mis mon arbitre, raison pour laquelle je pratique l'intelligence collective. On a tous une histoire. Comment est-ce qu'on fait comment on fait face à des personnes qui n'ont pas envie d'évoluer vers ce dont on parle, les nouveaux modes d'éducation alternatifs et les multipotentialistes? Alors sur les personnes qui n'ont pas envie d'avancer, on les frappe. Merci. Voilà, ça va. Alors non, sérieusement, ce que j'ai pu observer, je crois qu'il n'y a pas de plus grande force dans le monde que celle de l'inspiration. On ne peut pas forcer quelqu'un à bouger qui ne veut pas bouger, tout simplement, ou alors on fait mal aux autres. Et j'ai beaucoup de respect aussi pour les gens qui veulent rester là où ils se trouvent, parce que ça fait aussi partie du monde. Je veux dire, mon corps reste intègre, parce qu'il y a plein de cellules qui surtout ne veulent pas muter. Dieu merci. Et puis il y en a certaines qui veulent muter également. Donc ça nous montre en fait, il suffit de regarder le vivant social, le vivant en général. Tous les poissons n'ont pas décidé le même jour de sortir de l'eau et d'aller investir le monde terrestre. Il y a des pionniers, il y a une première vague, une deuxième vague, et ainsi de suite. Et je pense que quand on respecte cette forme organique, eh bien les vagues se font toutes seules. D'ailleurs, je le fais avec les entreprises, j'accompagne des grands dirigeants notamment, et des grands groupes, des très grands groupes à l'international, et je les amène surtout pas à changer le groupe.
Je leur dis, on fait quelque chose à côté, on fait une cellule souche à côté, et le flux migratoire il se fera. Il y aura les premiers, il y aura les deuxièmes, et ainsi de suite. Et puis il y a ceux qui veulent rester avant, et bien après il y a les lois de Darwin qui se mettent en place, et je ne le dis pas de manière cynique. Darwin il ne dit pas le plus fort, il dit le plus agile, le fittest, ça veut dire le plus adapté. Donc après il y a aussi ce phénomène-là qui se met en place. Voilà pour la première question. La deuxième. Les modèles d'éducation alternatifs. Alors oui, merci de souligner. Il y a effectivement une émulation, mais d'ailleurs dans toutes les questions de la res publica, de la chose publique, la santé, l'éducation, les transports, l'énergie, etc., avec une réappropriation dans le monde de l'intelligence collective holomodale versus un dialogue assez ancien, une appropriation assez ancienne dans le monde pyramidal. Je ne veux pas les opposer, ils se complètent, je ne veux pas les séparer non plus. Et donc en particulier dans l'éducation, et oui, j'observe dans le monde entier, déjà tout ce mouvement du unschooling, ça veut dire en gros de sortir les gens du modèle pyramidal avec des programmes, intéressant d'ailleurs de noter qu'on a ces termes-là, de programmes, pour faire ensuite des cadres dans des boîtes, tout ce côté très masculin, carré, prévisible, des modèles complètement prévisionnels, pour repenser l'humain dans quelqu'un d'unique, et de voir, je veux dire, le modèle industriel du prof pour tous ne peut pas s'adresser à la personne individuellement, on doit faire des programmes. Par contre, dans les éducations en pair à pair, et notamment dans ce qu'on appelle en bon français le self-directed learning, où les jeunes dirigent eux-mêmes par leur propre curiosité et s'entraident pour apprendre, ça va beaucoup plus vite, ils vont beaucoup plus loin et ils apprennent énormément de choses, avec les coachs derrière, des méthodologies bien entendu. Donc oui, il y a une évolution énorme. Moi j'ai un fils de 15 ans qui déjà a grandi dans une école alternative, une école Steiner, qui ouvrait déjà beaucoup, et bien ça ne lui suffit pas. Et il a décidé d'aller en Inde, à Auroville, je ne sais pas si certains connaissent, mais à 15 ans, enfin 16 ans, début de ses 16 ans, il va aller dans une école encore plus alternative là-dessus, parce qu'il appartient à cette génération qui a ce besoin profond. Alors il va tâtonner, évidemment, comme les autres, mais il y a une attirance que je vois pour ça. Et les multipotentialistes Alors moi j'en ai fait partie, je pense que j'en ai souffert comme beaucoup. Ça veut dire d'avoir beaucoup de centres d'intérêt très différents. Les multipotentialistes, ça fait partie de ces gens qui, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vont se passionner à fond pour un truc, vont le faire, mais comme des fous, et puis hop, ils changent, ils passent à autre chose, et puis autre chose, et ainsi de suite. On a l'impression qu'ils papillonnent. D'ailleurs, on leur demande souvent, vous allez faire quoi plus tard, tu feras quoi quand tu viendras, etc. Et en fait, ces gens-là, ils ne savent pas répondre, parce qu'il y a des tas de choses qui les passionnent. Mais s'ils s'autorisent ça, et si la société autorise ça de plus en plus, eh bien on voit des gens qui font un miel unique, de qualité particulière, qui vont assembler ensemble dans des choses uniques. Et ça reparle de cette complexité sociale qu'il y a. Je pense que les modèles éducatifs qui arrivent, notamment le self-directed learning, favorisent énormément ce type d'intelligence, sans pour autant mettre sur le côté les gens qui, eux, au contraire, ont une passion. Et on a aussi besoin de ces gens-là. Je crois qu'il y a vraiment ces deux profils qui arrivent. Merci. Merci infiniment à vous quatre pour vos lumières, pour vos témoignages. Merci à vous tous d'avoir été fidèles tout au long de cette année.